bonsoir monsieur, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair, l'émission qui éclaircit la lanterne des téléspectateurs, des Camerounais et de tous les autres Africains. À travers ce plateau, nous faisons une tribune où tout est possible, où tout est visible, mais également, il faut le préciser, pas de langue de bois. Sur la télévision du monde, dans le cadre de Tout au clair, et Tout au clair ce soir se consacre à une actualité et non des moindres, une actualité qui retient l'attention au Cameroun depuis pratiquement 2 ans de cela. C'est la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Cette crise s'est fait appeler la crise dite anglophone. Que se passe-t-il dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? On observe depuis quelques semaines que ceux qui se considèrent comme étant les sécessionnistes ont changé de fusil d'épaule. Ils opèrent désormais par des rapts et autres enlèvements qui sont devenus leur chasse gardée. Toutefois, il faut préciser que les autorités militaires continuent de les traquer sans relâche pour ramener la sérénité et la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Quelle est l'approche pour finalement mettre en place le dialogue inclusif tant souhaité et tant attendu par l'ensemble de la classe politique et même la classe internationale pour ce qui est donc de la résolution de cette crise anglophone qui ne finit pas de durer, qui ne finit pas de mettre en mal le vécu des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, même sur l'ensemble du triangle national, puisqu'on observe des déplacés internes et même des réfugiés à l'extérieur du pays, notamment au Nigeria voisin. Mesdames, Messieurs, c'est donc le sommaire de cette nouvelle livraison de Tout au clair de ce soir. Tout de suite, la transition. Tout au clair, votre nouvelle tribune que vous propose la télévision du monde, le groupe RTM et LTM. La télévision du monde donc pour vous accompagner désormais le lundi, mardi et mercredi de 21h à 22h30, une problématique ou 2 problématiques discutées avec nos panélistes. Et ce soir, nous avons 4 messieurs, de costauds messieurs pour discuter et échanger de cette problématique de la crise anglophone qui maîtrise le terrain dans cette partie du triangle national où les sécessionnistes dictent leurs lois. Et pour donc cet autre plateau qui se veut interactif, je le rappelle, vous pourrez nous envoyer vos contributions SMS ou WhatsApp à travers le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26, c'est le code d'accès. Vous nous envoyez uniquement vos SMS ou vos messages WhatsApp. Pas d'appel, s'il vous plaît, à ce numéro de téléphone. Je vous l'ai dit, 4 messieurs et à notre gauche, nous avons un acteur de la société civile qui est revenu, qui revient avec nous ce soir sur la télévision du monde. Philippe Nanga, c'est son nom. Il est le coordonnateur de l'association Un Monde à venir qui est donc ce soir sur ce plateau. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir, salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en cette soirée. C'est toujours un plaisir d'être là à partager avec le monde, et particulièrement le Cameroun, de la vision du regard de la société civile sur les questions sociales, économiques et politiques. Et c'est une problématique qui vous intéresse davantage parce qu'on parle du vécu des populations, donc du quotidien des hommes et des femmes et même des enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Bien entendu, parce que c'est ça la société civile. La société civile travaille sur la solidarité, sur la proximité, sur la quotidienneté des citoyens, sur le bien-être. Et donc chaque fois que la quotidienneté des citoyens est menacée, la société civile est interpellée. Chaque fois qu'il y a de la souffrance dans un espace quelconque, la société civile est interpellée. Donc nous sommes particulièrement préoccupés depuis plusieurs années maintenant, parce que ça fait plus de 2 ans maintenant, par la situation vécue par nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Donc un acteur de la société civile qui travaille effectivement sur ces questions-là ne saurait être indifférent, j'allais dire ne saurait être tranquille dans son coin face à cette situation
j'allais dire dramatique, vécu par nos frères et sœurs. Du nord-ouest et du sud-ouest. On y reviendra de long en large dans ces 90 minutes imparties pour ce programme, tout au clair, juste à côté de vous. Un autre monsieur de la société civile d'une façon, mais également il est journaliste, il a plusieurs casquettes. Ce soir également on retiendra la casquette de porte-parole de la All Conference, Anglophone Conference. Eli Smith, c'est son nom. Eli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Merci aussi de m'avoir invité. C'est la première fois que vous m'invitez dans votre émission, donc c'est un honneur. C'est un plaisir également de vous avoir. Nous vous rassurons que vous ferez partie de notre panel trié sur le volet. Et je rappelle également que vous êtes au cœur de ces tractations qui sont menées par le cardinal Christian Toumi. Exactement, pas le cardinal et Christian Toumi seul. Vous avez l'imam de la mosquée centrale de Bamenda et la mosquée centrale de Boya, et puis le modérateur de l'église presbytérienne au Cameroun. Voilà donc ce qui est donné comme précision. À côté de nous, un autre acteur de la scène politique, il nous vient du Cameroun People's Party, Thierry Diffen, c'est son nom. Également, il aura son mot à dire sur cette problématique. Monsieur Diffen, bonsoir. Merci d'avoir pensé à nous associer à votre réflexion ce soir. Bienvenue parmi nous sur cette tribune, c'est une nouvelle tribune, je le rappelle, sur la télévision du Monde de Tout au Clair. Et donc cette production qui débute à 21h et qui finit à 22h30 et qui est donc cet espace qui vous permet de pouvoir échanger en toute clairvoyance sur une problématique. Et non des moindres, ce soir également, un autre acteur de la classe politique camerounaise qui a accepté de revenir sur ce plateau. Il était parmi les premiers invités lorsque nous lancions ce programme. Hervé Emmanuel Combe, membre du comité central du RDPC, il est là ce soir. Hervé, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la société dite civile. Je m'amuse. C'est du Hervé. Ah, c'est pas du Hervé. Que Philippe Nanga, qui a une appellation plus ou moins contrôlée, même si ça cache ses vraies opinions, mais dire quand même Eli Smith de la société civile, je crois qu'il n'y a plus de frontières. Il fait partie des journalistes. C'est un acteur, c'est un très grand médiateur, un grand journaliste, mais c'est un activiste politique. Okay. Chacun porte son drapeau, c'est tout. Monsieur l'activiste politique, on garde cette casquette aussi. Porte-parole par moment des ambazoniens d'ailleurs. Merci Hervé Emmanuel Combe pour ces précisions. On ouvre donc le débat ce soir, mesdames, messieurs, sur cette problématique de la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et de cette situation de savoir qui maîtrise véritablement le terrain. On a enregistré il y a quelques jours l'enlèvement de plusieurs élèves dans un établissement et puis après, on a procédé à leur libération. Hervé Emmanuel Combe, on a tout fait lorsque cette situation s'est posée de pointer un doigt accusateur sur, d'une part, les ambazoniens. Après, on a eu une autre information qui faisait état de ce que c'est l'armée camerounaise, puis c'était les membres du gouvernement. Que se passe-t-il finalement dans le nord-ouest? Les membres du gouvernement qui auraient... Quelques membres du gouvernement ont été cités dans cette affaire. Qui auraient fait quoi? Qui seraient impliqués dans cette affaire d'enlèvement d'enfants. Oh, ça va dans tous les sens. Je crois que vraiment, il faut qu'on revienne un peu sérieux. Je pense que la première question devait être posée à Eli Smith. Parce que dans ma jeunesse, j'ai vécu, comme vous le savez, dans un pays où on appelle au téléphone parfois le plombier, et puis il arrive, et vous vous rendez compte que, tiens, il cause avec vous, il est portugais à l'époque, ou espagnol. Parce que maintenant, ce sont les Africains qui le font, ou les Polonais. Et puis vous vous rendez compte qu'il sait faire aussi de l'électricité. Vous dites, tiens, vous pouvez me réparer la lampe là aussi? Oui. Bon, et il continue, il peut tout faire. Ceux qui ont commencé l'entreprise de terrorisme dans les zones dites anglophones, nord-ouest, sud-ouest, savent probablement comment ils mutent dans leurs activités selon les opportunités qu'ils ont. Donc aujourd'hui, moi je ne comprends pas le débat, et Eli va peut-être nous expliquer mieux, et ceux qui essayent de les comprendre, les accompagner parfois. Qu'est-ce que c'est que ce débat de faire la distinction entre la criminalité dite de coupeurs de route, des enleveurs de personnes et celle des terroristes? Les deux sont les faces de la même activité. La terreur, c'est-à-dire empêcher les citoyens d'aller et venir, les mettre en difficulté, et quelle que soit la casquette qu'on prend, pour nous, ça se ramène à la terreur. Et ceux qui ont commencé cette entreprise sont globalement responsables
quelles que soient les mutations, de façon que ça prenne, parce que dans tout cela, c'est la mise en danger des populations dans un pays indépendant et souverain par des organisations terroristes. Il faut les combattre exactement avec la même fermeté que les autres. Maintenant, quand il y a un événement comme celui de l'enlèvement de ces jeunes je crois que c'est à l'internat, oui. À l'internat, et que vous commencez à dire que, jusqu'à arriver à dire qu'on aurait cité des membres du gouvernement, je ne comprends pas. Tout cela est simplement de la manipulation, soit de la paresse intellectuelle, soit de la manipulation, soit de la bonne foi, et pour moi, je crois que les trois à la fois. Elie Smith, des enfants étant enlevés, mis en mal, leurs parents pratiquement aux abois, en pleurs, dans une situation où plus de 70 enfants, et après les enseignants, hier encore ces 2 chefs d'établissement qui ont été enlevés dans le nord-ouest. Que se passe véritablement dans cette partie du pays? Bon, ce qui se passe, c'est ce que vous connaissez. Il y a une instabilité qui s'est installée. Je crois qu'on a un peu commencé à parler ça en off ici. Et j'ai toujours dit, le problème émane de l'infidélité de la loi fondamentale qui a créé ce pays, le Cameroun moderne. Bon, maintenant, ça ne permet pas ou ça ne donne pas l'opportunité, comme quelqu'un m'a dit, même si tu as faim, tu ne dois pas voler. Mais de l'autre côté, vous avez parlé du problème de l'enlèvement à PSS Nkwen. Vous n'avez pas besoin d'être un Saint-Syrien ou un diplômé de West Point pour vous poser la question suivante. 1. Dans Bamenda, il y a toutes les corps de l'armée qui existent, habillés et non, donc en civil. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment les gens peuvent déporter 82 élèves et sans être interceptés par la sécurité? C'est un peu comme l'histoire où on nous avait dit ici que pendant 3 heures du temps, on a creusé la route entre Bamenda et Babadjou pour scinder le pays. Pendant 3 heures du temps, vous avez les caterpillars à Bamenda. Non, je crois qu'il y a un problème. Moi, je ne voudrais pas accuser des gens. Je vais aller par quelque chose de simple. Moi, j'ai appelé le colonel Bajek. Parce que moi, je ne voudrais pas être dans les spéculations que les autres le font. Je le lui ai demandé, il m'a dit, eux, ils étaient au courant qu'à partir de 4 heures du matin, il y avait les Ambazoniens à l'intérieur. Il a dit, comment vous avez su? Il a dit que c'est un monsieur qui s'appelle Eric Tato. Eric Tato, pour ceux qui croient que M. Nkomdoal, c'est ceux qui suivent un peu, il est aux États-Unis. Avec les journalistes dont vous avez parlé. Oh non, ça c'est notre cas. Non, ça n'a rien à voir. Allons-y. Bon, écoute. Et maintenant, moi, j'ai demandé aussi, j'ai appelé le modérateur de l'église presbytérienne qui est parmi nous, qui organisation cette conférence anglophone. Il m'a dit, c'est même pas la première fois que ces individus viennent. Ils sont d'abord venus le 31. On les a donné 2 500 000. Donc il y avait de l'argent gardé quelque part? Non, mais l'église a de l'argent. D'accord. On a donné. Et moi, ma question que je me suis posée est que je ne voudrais pas, moi, je ne vais pas aller comme ce que vous avez dit, je ne vais pas accuser quelqu'un, mais j'ai dit aux téléspectateurs d'en juger. Quand vous donnez 2 500 000 aux gens, on appelle ça qui ne sont pas identifiés. Qui ne sont pas identifiés. Non, vous dites qu'il n'est pas identifié, mais lui il m'a dit, il m'a dit que c'est les Ambazoniens. C'est ce que lui m'a dit. D'accord. Okay. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, je lui ai donc demandé la seconde fois quand il y a eu ce problème, mais est-ce que vous pouvez affirmer que c'est les Ambazoniens qui sont en train de prendre, qui ont pris ces enfants, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore en liberté. Là, il m'a dit, il ne peut plus me répondre. Et autre chose que moi j'ai posé à M. Bajek, je lui ai posé la question que mais puis si Nkwen a les murs bien élevés, comment ça peut se faire qu'on amène une voiture? Il m'a aussi répondu que bon, vous savez, nous on savait ça, on a voulu éviter le bain de sang, voilà pourquoi on n'a pas intervenu. Donc je vous laisse de juger que dans une ville comme Bamenda, vous pouvez faire circuler, bon je ne vais pas citer l'autre, c'est pas important, vous faites circuler 82 enfants dans un bus, vous n'êtes pas intercepté, c'est quelque chose que vous devez... Alors, mais on se retrouve dans le scénario des filles enlevées à Chibok par les éléments de Boko Haram, Philippe Nanga. Oui, disons que là, nous vivons une situation qui est en réalité créée par l'opacité qui entoure toutes les activités dans notre pays.
quand on refuse de communiquer, quand on refuse, n'est-ce pas, d'éclairer l'opinion, on laisse la voie des supputations, à des interrogations, à la rumeur, à souvent des accusations aussi. Et c'est ce que nous vivons, parce que nous, on voit ailleurs, même en situation de guerre réelle entre deux États, on voit qu'il y a quand même une communication qui se fait autour n'est-ce pas, des affrontements, des opérations, pour que l'opinion soit capable de juger. Et donc, on est capable de dire, oui, ça, voilà, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. L. Smith a la capacité de joindre le colonel Bayek, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, il peut avoir un certain nombre d'informations, c'est pas tout le monde qui peut appeler les responsables du collège. Alors que l'information devrait être ouverte, publique. C'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à l'information. Parce que tout le monde, je dois dire que moi aussi, la société civile s'est interrogée. D'ailleurs, vous avez vu que 2 jours après, les acteurs de la société civile ont commencé à dire « Nous invitons le gouvernement à trouver une solution à cette affaire, à ramener ces enfants ». Il y a eu des postes qui ont été envoyés comme ça par les acteurs de la société civile. Parce qu'on s'est quand même posé des questions. Moi, je n'ai pas de précisions, comme L. Smith qui travaille et qui suit de près ces dossiers-là. Mais nous avions l'information que cet établissement est gardé. Et donc, on s'est interrogé, et justement, on avait cette information que non, on avait eu peur de bain de sang et tout. On s'est interrogé, mais comment ça s'est fait quand même? Ce n'est pas 3 personnes. C'est près d'une centaine de personnes qui ont pu être embarquées à une zone inconnue. Quand même, c'est un peu compliqué. Et donc, quand on n'arrive pas à donner une communication là-dessus, on voit aujourd'hui la ville de Douala qui est dans tous les quartiers, dans tous les coins de rue. Je ne sais pas s'il y a une loi là-dessus. Assailli avec, comment on appelle ça, les caméras de surveillance. Vous ne pouvez plus faire un pas à Douala sans que vous soyez vu par les caméras. J'imagine que dans la zone anglophone aujourd'hui, ces caméras sont partout. Donc on peut au moins nous rassurer en nous montrant des images où ces gens-là sont en train d'être embarqués. Parce que je mets des doutes sur le fait que l'armée camerounaise ne soit pas en capacité, en pleine ville de Bamenda, de disposer des images d'une opération comme celle-là. Donc, très souvent, pour éclairer l'opinion, ce n'est pas compliqué. On montre les images pour dire, voilà, on a laissé faire parce qu'on sait comment on va faire pour récupérer ces enfants-là. Et après, aujourd'hui, on nous a ramené les enfants sans nous expliquer comment les enfants sont revenus, comment toutes ces personnes sont revenues, et on laisse planer le doute. Et donc, du coup, dans l'opinion, au sein de l'opinion, on peut avoir divers points de vue sur cette question-là. Alors, M. Djifen, est-ce que cet imbroglio, cette façon de faire, cette opération qui jusqu'ici n'a pas donné les tenants, encore moins les aboutissants, et qui maintient davantage les populations dans un flou et dans un doute total, ne rassure pas ou alors ne donne pas la possibilité aux gens de pouvoir savoir exactement qui est responsable de quoi dans cette situation? Il faut déjà dire que cette façon de faire les choses, cette opacité, ce flou savamment orchestré et entretenu ne nous surprend pas. C'est ce qui caractérise la gestion des affaires publiques depuis au moins les 36 ans que le parti de M. Nkom est aux affaires et un peu plus avant. Donc, ce que nous allons dire, enfin, ce que nous disons, ce que tout le monde décrit là n'est pas surprenant. Maintenant, nous avons, au niveau de notre parti, quand même condamné de quelques acteurs que ce soit qui auraient participé à l'enlèvement de ces jeunes élèves et de leurs encadreurs. Et nous nous sommes effectivement réjouis, félicités que ces personnes, ces Camerounais aient retrouvé la liberté. Maintenant, il est clair que, au regard de ce qui se passe dans la zone anglophone, du rôle qu'a joué jusqu'ici le gouvernement, qui très souvent, contrairement à ce qu'on peut croire, met souvent le feu quelquefois, on est quand même en droit de s'interroger sur la réalité des faits, sur ce qui s'est passé. Parce que jusqu'ici, si on était dans un pays normal, on ne serait pas en train de supputer. Jusqu'ici, personne n'a justement communiqué sur une enquête qui serait ouverte pour nous donner au moins
les informations qu'on peut mettre à la disposition du public, même si on doit garder le secret de l'enquête, il y a quand même des éléments d'information, on le voit partout, dans tous les pays du monde, qu'on peut mettre à la disposition de l'opinion publique pour permettre à l'opinion de se faire une idée de ce qui a pu se passer. Ça peut être par étapes. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a véritablement communiqué dessus de façon officielle. Et quelle que soit la version qu'on prendrait, que ce soit si ce sont les sécessionnistes effectivement qui ont opéré, c'est que c'est toujours grave. Ça veut dire que nous ne contrôlons plus rien, ça veut dire que nous ne maîtrisons plus rien. Parce que si vous connaissez Nkwen, à Bamenda, c'est la rue de la joie de Bamenda, si vous voulez. Donc vous venez là à Dedo, vous enlevez 80 personnes et vous partez, et 3-4 jours plus tard, on les retrouve et personne ne sait ce qui s'est passé. Donc si ce sont les sécessionnistes qui ont posé cet acte, c'est grave, c'est dangereux, ça veut dire que nous sommes en réelle difficulté et que nous devons très rapidement reprendre les choses en main. Si c'est, comme d'autres sources le disent, ce qui n'est pas à écarter, si ce sont des gens de notre gouvernement qui mettent de l'huile sur le feu, qui font ce genre d'opération, c'est également à condamner. Donc jusqu'ici, nous ne pouvons pas précisément dire quelle est la nature des acteurs qui ont opéré. Et je crois qu'il est important qu'une enquête indépendante soit ouverte, parce que vous ne pouvez pas être juge et partie à la fois. Qu'une enquête qui associe les acteurs de la société civile, au moins locale, soit ouverte afin que la lumière soit faite sur ce type de... Alors, que la lumière soit faite sur ce type d'affaires, mais il faut également reconnaître que de pareilles opérations profitent certainement à des individus. À qui peut profiter une opération comme celle-là? Enlever, puis après restituer ces élèves-là. D'abord, il faudrait qu'on précise certaines choses, parce que j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais lisent beaucoup Mamadou Ebineta ou Tintin au Congo. Donc, quand j'entends des interventions, ça va dans tous les sens. Et je suis désolé qu'on reprécise quelques principes. Elie, tout à l'heure, qui connaît les affaires des services, dans des renseignements, nous a dit avec précision que dans ses contacts, dans un premier temps, on lui a dit que c'était les ambassadeurs qui étaient sur place. Mais Elie, lorsqu'il a entré, bon, il a voulu absolument, parce qu'il faut toujours que le gouvernement soit responsable de quelque chose, il s'est mis à faire des analyses qui pour moi étaient un peu rapides. Laissez-moi préciser plusieurs choses. J'ai vécu, comme vous le savez, dans les villes qui ont des dizaines de millions d'habitants. Elie et moi, nous savons qu'il n'y a pas 2 ans, il y a eu un enlèvement en plein Londres. Londres est la ville qui a le plus grand nombre de caméras au monde. On appelle Londres Big Brother. Philippe. Londres, c'est la ville où vous avez une caméra même derrière votre toilette. Et en plein Londres, qui est une ville de millions, de dizaines de millions d'habitants, il y a eu des enlèvements, il y a eu des prises d'otages. Paris, qui a connu l'affaire du Bataclan, est une ville qui a des images. J'ai vécu 35 ans, et vous avez vu l'affaire du Bataclan. Je ne vais pas revenir sur les souvenirs des Jeux Olympiques de Munich, où toute une équipe olympique a été enlevée en plein camp olympique. Donc, les terroristes ne prennent pas rendez-vous. Et pour des raisons, des méthodes de lutte contre les prises d'otages, parfois, on préfère les laisser et gérer la situation autrement. Des 82 compatriotes jeunes et enseignants qui ont été pris, il y a un mort. C'est le dernier dont on n'avait pas de nouvelles. Mais les autres, je suppose, puisque moi je n'ai pas le contact avec le colonel Badiek, même si nous nous connaissons très bien, ni avec le patron de la CPP, même si je suis presbytérien, ni avec le cardinal, mais je suppose que lorsque la prise d'otage a eu lieu, pour des raisons de préservation de la vie des jeunes et des otages, on a laissé faire. Et la dernière chose aussi, c'est que je comprends le souci que Philippe, mon compatriote, je ne comprends pas, je ne sais pas sur lequel parti il est. CPP. Le Cameroun officiel ou bien le clandestin de Mali. Parce qu'il y a 2 CPP. Donc, il y a certainement des problèmes de communication, mais cette communication, c'est pour des raisons d'enquête et de sécurité nationale. On ne peut pas donner toute l'identité. Parce que tout à l'heure, Elie a dit quelque chose de très important. Si quelqu'un a touché une rançon, c'est que quelqu'un le lui a remis, la lui a remis, et que les deux se connaissent, c'est le minimum. On ne va pas nous refaire le coup où on dit, attendez là, dans un salon, on va vous ramener les otages dans
le septentrion, effectivement, les ramène. Et jusqu'aujourd'hui, les milliards ont disparu. Donc, je crois qu'Elie nous a donné des pistes. Quant à la communication du gouvernement, n'étant pas porte-parole de ce gouvernement, je suppose que on est encore, parce que les événements ont moins de 48 heures. 48 heures. Donc, pour remonter la chaîne des complicités, voire même les auteurs de ce rap-là, je pense que c'est pour des raisons de sécurité, Philippe, qu'on ne met pas tout sur la table. Mais il faut cesser ce qui consiste à mettre les si. Quand j'entends un jeune qui représente le Cameroun de demain et qui vont diriger ce pays dire que dans une affaire de prise d'otage, il faut une commission indépendante d'enquête. Oui. Mais vous vivez dans quel monde? Depuis oui, monsieur Com. Oui, monsieur Com. Non, vous pouvez m'appeler Hervé. Oui, voilà. Oui, enfin, j'ai le choix. Vous je préfère vous appeler monsieur Com. Je dis, allez-y. il faut une commission indépendante parce que nous savons très bien comment les commissions d'enquête qui ont été ouvertes par ce gouvernement, se sont terminées, se sont soldées. Donc, c'est pourquoi nous demandons que les personnes indépendantes soient associées à cette enquête. Je pense, mon cher compatriote, mon jeune compatriote, que vous devez vous apprendre que le Cameroun est indépendant depuis 1960 et que dans un pays souverain et indépendant, les forces de sécurité mènent l'enquête. Votre proposition de dire que de rendre l'information plus transparente, plus fluide et pertinente, mais on n'est pas obligé d'aller chercher... qu'on est obligé, c'est une suggestion. Pour plus de crédibilité. Permettez à Hervé d'aller au bout de sa pensée, s'il vous plaît. Vous ressemblez tout à votre génitrice là-bas. Hein. Donc, non, je pense que votre souci de transparence est pertinente, surtout si les pistes telles que Elie nous a envisagées tout à l'heure sont avérées. Nous avons tous besoin de savoir comment ces gens-là sont arrivés jusqu'au cœur de Bamenda et combien de temps ils ont pris pour organiser une chose qui pouvait devenir une catastrophe nationale. Là, nous sommes d'accord. Mais arrêtez de faire le procès en sorcellerie, de penser qu'un gouvernement peut s'amuser avec ce genre d'événements. Pour quel intérêt? Merci beaucoup, Hervé. Alors, Elie Smith, on a habituellement été confronté à ce que les sécessionnistes ont imposé tout d'abord les villes mortes, ensuite ont commencé à inquiéter les populations, se sont livrés à des scènes de guérilla face aux forces de défense et de sécurité. Maintenant, on assiste de manière récurrente et régulière à des rapts et à des enlèvements. Tout d'abord un sous-préfet, ensuite un deuxième, après un troisième. Et puis aujourd'hui, près de 80 élèves avec des responsables d'établissement. Deux responsables d'établissement ont été encore enlevés, des bureaux sont attaqués. Est-ce qu'on n'est pas dans un changement radical de mode opératoire de ces sécessionnistes? Bon, pour le problème des bourreaux, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ce n'est pas bien d'attaquer une communauté parce que ils sont tous, par exemple, ce que beaucoup de gens oublient, les Bororo sont des natifs du nord-ouest et une partie du sud-ouest. Il y a même des villes... Oui. Il y a même des villes, par exemple, comme Abakwa, Beloko, c'est même eux-mêmes qui ont découvert. Mais vous savez aussi que dans une situation de crise, les gens ne se contrôlent plus. Et ça, c'est quelque chose à dénoncer avec vigueur, que ce n'est pas une bonne chose. Mais en ce qui concerne les sécessionnistes, il y a eu un problème qui est tout à fait normal, une évolution dans une crise. Dans une crise d'instabilité comme cela, il y a ceux qui sont normaux et qui ont une certaine éthique, mais il y a aussi des bandits qui y mêlent et qui essaient de ternir l'image. Je vais vous donner un exemple. Moi, contrairement à beaucoup de journalistes, moi je vais sur le terrain. Je suis allé dans une localité dans le sud-est qu'on appelle Moueli. Moueli, c'est après Mouniengue. Il y a deux Mouniengue, le grand Mouniengue et Mouniengue Trouble. Il y a le petit. Donc après Mouniengue, là, il y a une ville qu'on appelle Moueli. Cette localité est contrôlée par le ADF, Ambazonian Defense Force. Ils ont leurs tribunaux, ils contrôlent. Et moi... Tu avais un visa quand tu entrais? Non, je n'ai pas de visa. Quand tu arrives... Non, vous contrôlez, il y a les billes qui vous contrôlent, vous entrez, chacun se connaît, parce que même les vendeurs de cacao payent l'impôt là-bas. Oui, je vous informe. Bah, moi, je vais sur le terrain. Et ce que j'ai constaté là-bas est que... Non, j'ai écrit, c'est écrit, hein. C'est écrit sur mon blog, j'ai publié. Et moi, j'ai vu quelque chose, j'ai dit que, par exemple, les gars de ADF, contrôlés par Abacho, menacent souvent les gens, par exemple, ils partent prendre l'enfant de quelqu'un que le militaire doit l'épouser.
Et eux, ils m'ont réécrit que non, nous, on a une code, on a une éthique dans le EDF. Nous, on ne viole pas, on ne commet pas de rapt. Donc, mais je veux dire que quand on a une situation qui est dans le nord et le sud-ouest que le gouvernement a mal géré, c'est tout à fait normal qu'il y a des groupuscules, des bandits qui entrent. Par exemple, le même modérateur de l'église presbytérienne, le mot est simple. Oui. Ce n'est pas la première fois que les gens viennent les racketter. Et puis eux, ils payent. Donc, mais moi, je pense que la responsabilité est que c'est le gouvernement qui a un peu laissé. Si j'étais laxiste, qui a été laxiste. Parce qu'il y a, non, le gouvernement était laxiste parce que le gouvernement devait mettre en place des mécanismes de dialogue et puis de résoudre ce problème. Quand vous laissez comme ça, même dans une vraie rébellion, par exemple, moi je vois par exemple le SPLA. Le SPLA au Sud-Soudan a eu souvent des factions parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Ce sont des gens qui n'ont plus une hiérarchie bien contrôlée. Ça permet qu'il y a les cas que vous êtes en train de mentionner. Oui, peut-être avant que vous preniez la parole. Juste une parenthèse d'ordre militaire. Oui. L'une des raisons pour lesquelles il y a souvent mutation de groupes terroristes, d'abord parce qu'à l'origine ils sont terroristes, donc ils sont là pour créer la terreur. Cette terreur-là a souvent un visage brutal militaire, mais il y a aussi l'évolution dans leurs opérations. Actuellement, les forces dites des Ambazonie terroristes sont vaincues militairement. Et parce qu'elles sont vaincues militairement, elles ont une désorganisation de leur infrastructure de ravitaillement, de leur logistique, que ce soit du côté du Nigeria, vous êtes au courant que le Nigeria a mis la pression, les taux sur eux, et chez nous. Et à ce moment-là, quand ils ne peuvent plus se ravitailler, ils ont besoin de nourriture, besoin de munitions. Vous connaissez l'histoire qui implique un officier de police actuellement dans le sud-ouest qui a vendu des munitions à un de ces éléments. On va parler de certaines choses qui peuvent être dites. Elles ont besoin de médicaments. Elles ont besoin de trucs. Laissons d'abord le nord et le sud-ouest. Elie et moi, nous savons qu'une des pistes qui ont mené pour retrouver les otages Moulin-Fournier, c'est parce que leurs enleveurs avaient besoin de nourriture et sont allés acheter des nourritures que ne consomment pas les gens du coin, c'est-à-dire des carottes et de la nourriture pour blancs. Et donc, ils ont été suivis, elles ont été suivies. Aujourd'hui, dans le nord-ouest, sud-ouest, la défaite militaire de ces organisations terroristes est telle qu'elles peuvent devenir tout simplement des bandes criminelles et qui se mutent autrement. Donc, c'est du grand classique. Et croyez-moi, les forces de défense et de sécurité camerounaises vont les neutraliser. Merci beaucoup, Hervé Emmanuel Comte. Est-ce que finalement, on est dans une logique où tout est entré et on est en face des bandits de grand chemin plutôt que des sécessionnistes? Ce sont les mêmes. Oui, mais justement, moi je suis un peu surpris que Hervé, permet aux gens que je l'appelle comme ça. S'il te plaît, Philippe. Oui, donc disent que ces sécessionnaires sont vaincus. Non, Elie vient d'expliquer quelque chose en direct de la télé. Mais voilà. oui, dans le terrain de contrôle. Il y a intérêt, et moi je sais aussi, parce qu'on y va de temps en temps au sud-ouest, au nord-ouest, oui, on y va là-bas, et on sait, quand moi j'arrive, les collègues de la société civile là-bas nous disent, à partir d'ici, tu ne peux pas traverser. Et comme il explique, même nos armées, c'est-à-dire que BI a sa ligne. C'est un peu comme, moi j'ai vécu ça en Centrafrique, c'est-à-dire que vous arrivez en Centrafrique, vous trouvez deux camps, chacun est dans son camp, et ils contrôlent, et ils sont là pendant des années. Donc c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement dans le sud et le nord-ouest. Il ne faut pas dire aux gens que l'armée... Non, c'est pas vrai. Il y a toute... de fait. Mais voilà, justement. Et donc du coup, effectivement, maintenant, il y a les bandits qui s'y mêlent et tout. Et donc, il y a le racket, comme il dit. Vous ne pouvez pas traverser. Ça devient comme vous devez payer. Il y a un payage, quoi. Donc, il y a des frais à payer pour traverser. Sans vous interrompre, pardon. Vous voyez les dames, là. Vous pouvez aller demain. Hein, les dames qui vendent le plantain ici au marché plantain. Un camion de plantain, c'est 100 000 francs CFA. Tout le monde le sait. Mais voilà, donc... tout le monde sait. C'est ça le problème. Et donc, c'est pour dire qu'en réalité, cette situation qu'on veut banaliser, c'est une situation sérieuse. Elle est même tellement sérieuse qu'aujourd'hui, quand on commence à se poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas de gens dans l'administration, dans le gouvernement qui sont mêlés à cela, ça devient encore plus compliqué. Oui. Parce que là, on s'interroge, mais finalement,
qui a intérêt, c'est ça la question, qui a intérêt à ce que cette situation dure autant? Parce que depuis qu'on parle de dialogue, une chose aussi simple, et aujourd'hui ça se complique tellement que... C'est pas par le dialogue qu'on peut résoudre ça, Philippe. Hervé, quand vous dites que ça a toujours été les terroristes, c'est pas vrai. On sait très bien qu'au début, c'était pas les terroristes, c'était pas les sécessionnistes. Ceux mais qui non. ont pris les armes, Oui. Philippe, ceux qui ont pris, s'il vous plaît, nous avons dit, Elie et moi, nous étions au départ de cette affaire, que c'est un cache-nez, nous étions au moins d'accord, que la marche des avocats et tout, mal géré, ça va être la Libye pour ceux qui ont un autre projet. Voilà. Maintenant, en quoi est-ce qu'ils ont toujours été terroristes? Définissons ce que veut dire le terrorisme. Le terrorisme, c'est le fait de créer une situation de terreur à des gens qui ne sont pas armés dans un espace de droit civil. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une entreprise terroriste qui est en train de dégénérer. Maintenant, moi je vais être court, s'il vous plaît. Si Philippe dit que ça dure depuis 2 ans, mais si on nous avait demandé, ça ne devait même pas durer 1 minute. Ceux qui pensent qu'on peut résoudre cela rien que par le ministère de la Parole, de 2 choses l'une. Oui, ils connaissent leurs interlocuteurs et ont des fréquentations, alors qu'ils résolvent ce problème, ou alors ils les connaissent et c'est eux qui les entretiennent, peuvent les arrêter. Et là, il faut qu'ils s'arrêtent. Mais justement, parce que c'est ça le problème, parce que moi je dis, Agbombala n'était pas un sécessionniste. Il n'a rien à voir avec le terrorisme. Mais c'est pour dire qu'au départ, quand même, il y a eu un sujet porté par des acteurs qui n'étaient pas du tout des terroristes. Celui qu'on a tué à Kumbo, quoi, c'est un chef politique ou un terroriste? Elle permettait à ce que... Justement, il y a eu comme une sorte de transmission, c'est-à-dire à un moment donné, les gens ont porté un sujet et puis on les a largués et ceux qui avaient intérêt à ce que le sujet soit récupéré, ont récupéré, se sont installés. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent la situation. Au point où même maintenant, là, il faut un autre processus comme celui du cardinal pour que... pour qu'on reconstitue. En réalité, on parlera peut-être à la fin de l'émission. On est obligé de revenir vers là. C'est-à-dire que maintenant, il faut réidentifier... On est encore en train de voir les situations, les acteurs sur le terrain. La crise en elle-même. Sur le terrain, on parlera du déploiement. Quand on décrit la situation aujourd'hui, il faut dire que la situation est difficile. Elle est difficile parce qu'à la fois, on a effectivement les acteurs politiques armés, donc les sécessionnistes. On a des acteurs, on a des bandits qui profitent de la situation. On a aussi des jeunes délinquants qui ont perdu leur emploi, du travail et qui maintenant jouent le jeu. Moi, j'ai vu ici en 2010, en 90, 2008. Non, en 90, pendant les villes Montadouala, des petits garçons. Des petits garçons, j'étais jeune certainement, mais j'ai vu des petits garçons beaucoup plus petits que moi, sortir dans la route, là, ici à l'Omnisport, stopper des voitures et réclamer de l'argent. Et les gens donnaient de l'argent. Donc, pour vous dire que dans ce genre de situation, même les petits-enfants sont capables de terroriser. Parce qu'ils trouvent leur intérêt à ce que la situation perdure. Ils ont perdu leur petit travail qu'ils avaient. Oui. Ils faisaient du travail, comme on dit, la débrouillardise. Et maintenant, ils trouvent une autre façon de survivre. D'accord. Il faut ça la situation maintenant. Oui, M. Giffen. Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas être un expert militaire comme M. Kom pour comprendre qu'il n'y a pas de guerre propre. Donc, quand il y a déjà la guerre, quand il y a cette situation, il y aura forcément des dérives. Et même les armées professionnelles commettent des dérives. On le voit. Nous avons vu récemment à l'extrême nord du Cameroun. C'est vrai que pour communiquer... Mais c'est les officiels, ça c'est les voix officielles, les plus officielles qui ont communiqué pour dire que définitivement c'était pas au Mali et que c'était bel et bien les éléments de l'armée camerounaise. Ça ce sont les faits. Donc je voulais dire qu'on a vu à Abu Ghraib, on a vu aux États-Unis, il y a des exactions, donc il n'y a pas de guerre propre. Donc le travail qu'il y avait à faire, c'était d'éviter qu'on arrive à cette situation parce que forcément, il devait avoir ce type de dérive. Et ce travail n'a pas été fait. Parce que lorsque, en octobre 2016, précisément, les avocats et les enseignants, puis les étudiants démarrent les mouvements de protestation, on va de raté en raté de la part du gouvernement, qui, en réalité, est l'acteur qui a introduit la violence, je pense, aux événements du 8 décembre 2016 à Bamenda, où on a les premiers morts de la crise. Jusqu'à là, même après ça, personne n'avait pris les armes. Les premiers actes terroristes interviennent en 2017. Personnellement, j'étais à Bamenda le 22 septembre 2017,
où nous entendons une explosion. Nous étions à l'église catholique, à l'évêché. Nous entendons une explosion vers le commissariat. Donc voilà où la lutte armée véritablement prend corps. Donc d'octobre 2016 à septembre 2017, pratiquement un an, personne n'avait encore pris les armes officiellement contre la République du Cameroun. Donc, oui, la crise anglophone n'a pas commencé hier. Non, bien sûr. Donc je vous dis donc, le 8 décembre 2016, il y a eu des morts dans des manifestations à Bamenda. Ensuite, on a coupé Internet, une punition collective au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, c'est de la répression. Ensuite, on a interpellé et détenu illégalement pendant 8 mois des leaders du consortium qu'on a d'ailleurs dissous dans un premier temps. Donc, tous ces éléments-là sont des ratés dans la gestion de la crise qui n'ont fait que radicaliser les quelques personnes modérées avec qui on pouvait encore parler. Et ouvrir la voie. Et une fois que les personnes modérées qui pouvaient parler sur le terrain n'étaient plus là, on a laissé dans la voie, puisque la nature horreur du vide, sécessionnistes qui ont investi le terrain véritablement, qui au départ étaient certainement très minoritaires, parce qu'il y a toujours eu ce sentiment latent dans la communauté, chez nos frères, mais très minoritaire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que véritablement, je crois qu'ils ont occupé le terrain parce que nous avons mal géré ce qu'on aurait pu encadrer très simplement dès le départ, pour permettre en sorte qu'un dialogue inclusif, véritablement inclusif et consensuel se mette en place pour qu'on n'arrive pas aux situations de crise dans lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Emmanuel, comme avant de passer la parole à Elie Smith pour la suite du débat. Je suis très embêté parce que quand j'entends un jeune compatriote avoir une analyse comme ça, je m'excuse et ce n'est pas du tout méprisant de ma bouche, une approche aussi naïve des événements qui ont lieu, qui ont cours actuellement, en faisant comme si c'était aussi simple. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne passe pas dans la formation de notre élite et notre jeunesse. Je suis né une dizaine d'années seulement après la Deuxième Guerre mondiale et l'essentiel de ma culture dans l'histoire, mon approche avec l'histoire, c'est l'étude de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à une de mes études de sciences politiques, on s'est toujours interrogé sur le rôle de ce qu'on appelait les pacifistes. Quand vous avez une situation comme celle que nous connaissons maintenant et que vous mettez sur le même pied une armée républicaine d'un pays souverain et qui doit assurer le maintien de l'ordre public dans son espace avec une bande de voyous, de terroristes, il y a de quoi s'interroger. Qui l'a fait? S'il vous plaît, monsieur Diffen, deuxième séance, vous m'avez déjà interrompu 2 fois. Non, mais je les compte parce que je sais le faire. Je sais le faire. Vous pouvez qui a mis sur le même pied d'égalité l'armée républicaine et les terroristes sur ce plateau. Pour l'instant, vous permettez à vous prêter des intentions ou bien des réflexions aux gens, il faut pas le faire, il faut assumer. Vous savez, permettez à d'aller au bout de sa pensée, monsieur Diffen. Quand vous venez dans une discussion, je ne m'adresse pas à vous en tant qu'intuitif personnel. Je dis le contexte général où on dit il n'y a pas de dialogue comme si c'était 2 entités de même taille qui devaient se parler. J'ai parlé en français facile, je peux continuer? Je parle de 2016. Permettez à M. Erwin comme d'aller au bout de sa pensée, M. Diffen. En 2016, nous n'avions pas les terroristes. D'accord, on l'a noté. Les gens avec qui nous devions dialoguer n'étaient pas les terroristes aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, M. Diffen. En 2016. Vous avez une très mauvaise connaissance des organisations qui étaient en rôle. Elie Smith et moi, ici, nous les connaissons, même de l'intérieur. Lorsque le Noëlla a commencé son activité, s'est mêlé de cette histoire. Vous savez ce que veut dire Noëlla, n'est-ce pas? Très bien. Lorsque Noëlla a été mêlé, j'ai dit à Elie Smith, et c'était d'une façon publique. Elie, nous sommes rentrés dans un processus où ça n'a plus rien à voir avec le traité de l'OADA, ça n'a plus rien à voir avec les questions locales que nous avons. C'est au minimum, c'est le Southwest Mouvement indépendant qui commence. Elie est témoin. Donc, revenons à ce que nous disons. Le dialogue, oui, tout le monde souhaite que tout le monde dialogue. Mais comme le président l'a dit l'autre jour, que tout le monde dépose les armes. Et quand on a déposé les armes, tout est discutable sur la table. Il y a des questions qui ont déjà été réglées d'une façon référendaire et il y a des questions qui demeurent maintenant à régler. Par exemple, l'accélération de la décentralisation. Vous ne pouvez pas mettre en place une décentralisation dans une zone où certains sèment la terreur. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas... Permettez à Hervé d'aller au bout de sa pensée, s'il vous plaît. Allez-y, Hervé.
Vous l'avez pris où? Non, c'est pour rire. Calmez-vous, je sais faire mieux que vous ce que vous faites, mais j'ai passé là. Non, c'est pour dire que quel que soit le moment où ça a commencé, il n'est jamais trop tard pour qu'on s'arrête, que le bon sens revienne au-dessus. Parce que, nous perdons des vies dans cette histoire de compatriotes qui meurent dans cette histoire. C'est totalement inacceptable, qu'ils soient en civil ou en tenue. Nous perdons le temps du développement dans cette histoire. Ça absorbe tous les matins des milliards qui pouvaient être consacrés à autre chose. Nous perdons la confiance en nous-mêmes. Nous détruisons notre tissu national. Donc, il ne faut plus entrer dans le processus continu à expliquer. Il faut dire, on arrête et on se parle. Et à ce moment-là, nous construisons. Et pour terminer là-dessus, les difficultés que vous aviez, par exemple, du côté des institutions publiques, c'est que, Elie et moi, nous le savons, et Philippe doit le savoir, certains ont voulu utiliser ces événements pour qu'il n'y ait pas élection présidentielle. L'élection a eu lieu, donc on est déjà dans la résolution du problème, parce que ceux qui voulaient instrumentaliser les élections, et Philippe, s'il est libre, il peut nous expliquer, on leur a dit non, le temps de la République ne va pas s'arrêter sur les caprices de voyous et de terroristes. Merci beaucoup Hervé Emmanuel Com. Alors, Elie Smith, la spirale de violence dans laquelle on est engagé aujourd'hui sur le terrain dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun, peut-elle baisser au regard de l'appel lancé par le président de la République Paul Biya lors de sa cérémonie de prestation de serment, une investiture au cours de laquelle il a demandé fermement aux sécessionnistes de déposer les armes? Bon, je ne pense pas que le président a été ferme, il a été souple. Vous pensez? Moi, je pense, parce qu'il a un peu changé par rapport à ce qui s'est passé. Moi, par exemple, je n'ai jamais entendu le président parler d'autonomie, mais j'ai entendu dans son discours du problème d'autonomie. Vous savez, il y a beaucoup de manières d'arrêter la souris sans passer par la queue. Donc, en disant ce qu'il a dit, ça veut dire que ça donne matière à discuter. Donc, ça veut dire que si vous voulez que les gens déposent les armes, il faudra aussi de l'autre côté que les arrestations arbitraires ou les disparitions, et ce que je dis avec précision à Okoyong, il y a 5 jours aujourd'hui, il y a des individus qui ont entendu ce message-là en disant que le chef d'État a dit qu'on sort. Ils sont sortis, ont été tués par les JPEC. Il y a la gendarmerie à une... Oui. Pour tout cela, il y a un problème qui se passe dans l'armée camerounaise, en particulier ceux qu'on envoie dans le nord et le sud-ouest. Il y a un problème de langage. Vous ne pouvez pas envoyer dans une zone que la langue, ce n'est pas l'anglais, la langue officielle c'est le pidgin. Vous envoyez quelqu'un qui ne comprend pas qui parle uniquement le français, il ne peut pas parler le pidgin. Et bon, donc je pense que d'abord il faudrait que chez les forces de sécurité, qu'ils changent leur manière. Vous demandez aussi d'apprendre le pidgin aux éléments des forces de défense et de sécurité? Oui, exactement, on peut les apprendre, ça ne gêne pas. On peut aussi recruter les gens qui parlent du pidgin, un ou deux. Oui. Parce que moi j'ai vu l'un des problèmes qui a fait que ces gars-là prennent les armes, c'est l'utilisation excessive et abusive de la force. Non, moi j'ai un ami, il est de Manfé, il s'appelle Manfé, il est là avec moi. Vous savez, il a payé 700 000 pour qu'on l'enlève dans une brigade de gendarmerie. Et bon, les autres, je vais éviter ça parce que, mais je pense que si on veut la stabilité, la paix qui revient, dans le nord et le sud-ouest, il y a peut-être 5 groupes armés officiels qu'on connaît. Vous avez le Ambalan Quifor, qui est géré par un certain Silas Zama. Vous avez le ADF par Cho Ayaba. Vous avez Sokadef, qui est par Akwanga. Voilà les gens que tout le monde connaît. Et il manque de... les autres, il y a Manu Tiger, les Red Dragons. Bon, mais je dis ceux qui sont vraiment opérationnels, qui ont des gens qu'on peut contacter directement, mais ils se communiquent. Donc, si le gouvernement veut résoudre le problème, il faut contacter ces gens. Parce que moi, ce que je connais... Ça fait 5 sons de cloche différents, donc 5 approches, 5 méthodes. Non, dans les négociations, vous savez, dans les négociations, tout le monde ne peut pas avoir un point de vue commun. Mais les méthodes, oui, si vous voulez la paix, ça n'a pas de prix. Mais le problème que j'ai constaté avec cette crise est qu'il y a une certaine l'économie d'une crise. Vous savez que quand il y a une crise comme ça, les gens de deux côtés ont des intérêts. Vous avez des militaires qui disent que bon, pendant la guerre du Boko Haram dans le Grand Nord, mon ami a conçu 2 maisons en étage, moi je vais construire aussi au moins 1. Donc il n'a pas intérêt que ça s'arrête.
De côté des Amazoniens, en particulier ceux qui sont à l'extérieur, il y a ceux qui pensent que si cette guerre s'arrête, leurs intérêts aussi vont s'arrêter. La preuve en est que, par exemple, quand le cardinal initie bon, les gens qui sont les plus c'est ce qui est paradoxal, les gens qui sont peut-être les plus férocement opposés, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas passer dans les préalables, mais ils se disent que bon, ça va faire que les nouveaux interlocuteurs vont venir. Donc c'est au gouvernement elle-même d'être sérieux. S'il veut mettre la paix, il va le faire. Et le problème fondamental de ce problème, même si officiellement ça a été un problème corporatif, je vous ai dit dès le début, moi il faut qu'on soit la vérité, c'est le problème fondamental est politique. Donc ça veut dire l'infidélité avec la loi fondamentale de 1961. Je ne voudrais pas dire qu'on ne peut pas améliorer un système. Mais si vous avez un gouvernement qui ne veut pas dialoguer avec des gens, que les gens qui sont pacifistes comme des Agobala, les Fontaine ont été arrêtés, vous donnez un boulevard aux extrémistes de prendre la place. Il y a un qui passe son temps au bord de la mer en Norvège. Ayaba. Ayaba, tu parles plus de lui? Non, l'économie l'a rendu heureux, milliardaire. Oui, c'est malheureusement c'est le gouvernement qui a fait ça. Le gouvernement n'a pas été réaliste. Alors, le gouvernement n'a-t-il pas été véritablement réaliste quand on sait que des actions ont été menées sur le terrain, Philippe Nanga? Les actions ont été menées sur le terrain, mais qui n'étaient pas dans le sens, dans la mécanique de faire arrêter, n'est-ce pas, la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a des gens qui jouent le jeu, qui sont des techniciens, qui connaissent ce qui se passe et qui profitent de cette situation. Et c'est pour ça que, quoi qu'on dise nous autres, quand nous faisons notre analyse de la situation sociopolitique camerounaise, nous disons il faut renouveler, n'est-ce pas, l'instance dirigeante de notre pays, parce que nous avons l'impression qu'il y a quand même beaucoup de passivité, qu'il y a beaucoup d'inertie, qu'il y a, à un moment donné, nous craignons même que la situation ne soit pas contrôlée. Et donc, pourtant, le gouvernement devrait faire, qui n'a pas encore fait, puisque... je pense que cette situation-là, si nous avions, franchement, à la tête de notre pays, quelqu'un qui a encore suffisamment de l'énergie, qui peut descendre sur le terrain, qui peut aller rencontrer des acteurs, qui peut se donner du temps. Oui, c'est une question d'énergie aussi, c'est une question d'énergie. Philippe Nanga, permettez-moi de poser la question. Oui. On a vu le 6 novembre, au palais de Verdongwekele, un monsieur qui a prêté serment, qui a pris l'engagement, qui a pris l'engagement de défendre le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui a demandé d'un ton ferme, même si Tony, même si Eddie Smith estime que ce n'est pas d'une aussi grave fermeté, qui a demandé combien ses armes. Vous estimez qu'il manque d'énergie, ce monsieur? C'est évident. C'est évident parce qu'aujourd'hui... Vous n'avez pas d'évidence. Vous ne pouvez pas me dire à moi qu'aujourd'hui, à mon âge, je dispose encore de l'énergie que j'avais il y a 30 ans. Ça n'est pas possible, ça n'est pas discutable. On ne va pas discuter de ça. On n'a pas dit qu'il n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit, mais on dit qu'il n'a pas la même énergie qu'il aurait eu il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est une évidence. Maintenant, je vais vous dire, la situation de Boko Haram, qui perdure jusqu'à aujourd'hui, vous ne le dites pas dans les médias, que les gens meurent chaque semaine dans le Grand Nord à cause de Boko Haram, qui est supposé être fini, non, éradiqué. On n'a pas dit que le Boko Haram est éradiqué. Justement, dans les médias, on n'en parle plus. Et pourtant, on continue de tuer des gens là-bas. Je vous dis, la situation du nord et du sud-ouest, si on avait eu des gens qui maîtrisent la situation, parce que l'impression que nous avons, c'est ça. Lui, il a dit en filigrane. On ne peut pas comprendre que le gouvernement n'ait pas eu la capacité d'arrêter cette situation. Moi, je refuse de dire ça, que le gouvernement n'a pas eu la capacité. Mais je dis que le chef de l'État, qui est la personne qui est capable, qui doit à un moment donné taper du poing sur la table, à un moment donné, n'a pas fait ça. Et donc, il a laissé prospérer, n'est-ce pas, une situation qui bénéficie certainement à certaines personnes, y compris dans son propre camp. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de l'économie de cette crise, il y a des gens qui profitent de part et d'autre. Merci beaucoup. Du côté des décisionnistes comme du côté du gouvernement. Merci beaucoup. Et si les gens profitent, non, si les gens profitent, c'est parce que ils profitent aussi de la situation, ils profitent aussi de la teneur de la personne qui a l'autorité pour prendre la décision et faire changer les situations. Merci. Oui, je vais pas verser dans les intrigues comme tout à l'heure. Ne le faites pas, surtout parce qu'il y a un téléspectateur qui demande d'éviter de faire des intrigues. Voilà, qui a suggéré que nous n'étions pas bien informés.
Si il a dit qu'il s'inquiétait, non, formé même, qui s'inquiétait de la formation dans le fond de votre pensée. des jeunes. Voilà. Donc, si nous nous en tenons à la manière, à la façon dont le pays est géré par les gens de sa génération et lui-même, on peut s'interroger de quel côté nous nous trouvons, qui est finalement bien formé. Parce que si nous voyons les résultats qu'eux, ils ont produits et le pays qu'ils sont en train de nous laisser, nous pouvons nous interroger sur véritablement qui est mieux formé que qui. Merci. Donc, une fois que j'ai fini de dire ça, je vais dire que on ne le dira jamais assez. Le responsable de cette affaire, de ce qui se passe là, c'est M. Biya. Il fait partie du problème. Donc, quand les gens... Vous exagérez un peu la situation. Si vous voulez, vous pouvez le dire comme ça. Mais quand les gens pensent que M. Biya, qui est là, qui a vu cette crise se transformer, se muter en pratiquement une guerre, peut encore apporter une solution à cette crise, je pense que c'est plutôt eux qui font preuve de naïveté. J'ai déroulé les faits ici d'octobre 2016 à septembre 2017. À aucun moment, M. Combe ne m'a dit précisément en quoi est-ce que les gens avaient déjà pris les armes, en quoi est-ce que les gens étaient radicalisés. Il ne m'a pas dit pourquoi Abombala a fait 8 mois de prison. Il ne m'a pas dit pourquoi Paul Aya a fait 8 mois de prison. Il ne m'a pas dit pourquoi Dr Fontaine a fait 8 mois de prison. Et donc, lorsqu'il ne le dit pas, il parle des généralités. Et puis il revient, il vous dit, mais non, il faut que ça s'arrête. Mais il ne suffit pas de dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut poser des actes. Il faut une volonté. Il faut que ce soit manifeste, qu'on voit les gens sur le terrain. Et que vous ne prenez pas des pyromanes qui ont mis le feu aux poudres pour les nommer, pour les remercier. Quand on a brutalisé les étudiants à Boya, c'est Mme Nalova Lyonga qui était recteur. C'est elle qui a fait entrer la police dans le campus. Elle a été récompensée, elle est ministre. Le meeting qui a dégénéré le 8 décembre à Bamenda, c'est M. Atangandji, entre autres, qui l'a organisé. Il est ministre. Donc, quand vous donnez ces symboles aux gens, vous pensez que quel est le message que les gens vont recevoir sur le terrain? Comment est-ce qu'ils vont l'interpréter? Donc, il y a des actes qu'il faut poser, des actes politiques. Cette affaire est politique. Je ne comprends pas pourquoi, dès le départ, Monsieur Combe et ses camarades ont pensé que la traduction, Ouada voulait dire de traduire du français à l'anglais. À ce moment, je m'interroge vraiment sur leur formation. Merci beaucoup à vous, M. Djifen. Nous avons quelques SMS, je vais arriver à vous. Non, je voulais rassurer M. Djifen. Je ne vous suivrai pas sur les problèmes de personnes, parce que ce n'est pas mon niveau. J'ai un âge qui ne me permet plus d'aller me balader dans les caniveaux. La question de notre sécurité nationale est très importante et très sensible pour me ramener à des faits d'individus. C'est vrai que ce sont les hommes qui prennent les armes, c'est vrai que ce sont les hommes qui doivent construire la paix. Et c'est vrai que dans cet espace, il y a eu des questions qui ont été posées. D'ailleurs, le président l'a rappelé à la prestation de serment. Il a dit que le moment est venu maintenant de répondre à des questions et qui ont été parfois des malentendus avec certaines personnes. Ne soyez pas pressés. Vous n'avez même pas été aux élections. Je suppose que vous n'avez même pas voté. Et donc, laissez le temps de la République aller. Aujourd'hui, c'est qu'on dit, M. Djifen. Comme 15 millions de Camerounais. Permettez à M. Hervé Emmanuel d'aller au bout de sa pensée, M. Djifen. D'après les chiffres du Conseil constitutionnel qui sont allés aux élections. Alors, sur un potentiel de 15 millions. Permettez à Hervé. Est-ce que je dois... La majorité des Camerounais n'ont pas voté. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Voilà, ça, au moins, vous avez pas enseigné ça. Quand vous me laissez parler maintenant, ça suffit comme ça. Quand vous le signalez... Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Je ne voulais pas empêcher de parler, je ne suis pas modérateur. Monsieur Djifen, permettez à M. Combe d'aller au bout de sa pensée. C'est ce que nous vous demandons depuis. Non, mais quand il... Non, laissez d'abord M. Hervé aller au bout de la pensée. Il vous attend, vous notez, on va vous donner la parole, vous allez répondre. Non, je crois qu'il voulait me distraire et... Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent être la cause de certains malentendus. Mais il y a une ligne rouge que nous devons tous nous imposer. C'est lorsque ce malentendu peut se transformer en entreprise de destruction de notre communauté, de notre pays. Et ça, le président ne l'acceptera pas. Il ne l'accepte pas. Et je pense que dans un pays, une république organisée, ce n'est pas une chefferie du village de monsieur, à côté de moi. Nous sommes copropriétaires du pays et on n'a pas besoin d'un seul individu pour résoudre un problème. Nous devons tous nous y investir. Et pour nous y investir, nous devons être de bonne foi et avoir un minimum de règles
qu'on appelle en anglais Eli Smith des guidelines, c'est-à-dire que les règles que personne ne doit franchir, qui commencent par le fait que le pendant de toute liberté dans une république, c'est le respect de l'état de droit et l'ordre public. Je m'excuse Philippe. Le pendant de la liberté, ça il faut qu'on l'apprenne à tout le monde. Tout le monde doit être libre, oui, mais dans le cadre d'une liberté partagée, c'est-à-dire l'ordre public. Pour revenir donc à ce problème, si c'était aussi simple, on l'aurait résolu. Croyez-vous que même ceux qui ont poussé à ce qu'on prenne les armes, dont certains n'habitent même pas le Cameroun, vous croyez qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils n'ont pas perdu quelqu'un dedans? Nous en avons assez de cela. Moi, j'ai une femme de chez moi qui habite à 2 pas de chez moi. Son unique fils a mis 2 jours seulement. Il était dans les forces spéciales. À Bamenda, il a été tué. Mbok, je donne son nom. Il n'a pas pris rendez-vous avec la mort. Donc, ceux qui veulent résoudre en me disant il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, le président a dit il y a 2 façons d'arrêter cette guerre. Tout le monde dépose des armes. 1, où la loi arrête les gens, et 2, la force de défense et sécurité arrête. Quand j'ai fini de le dire, il faut aussi explorer les chemins. Des organisations comme un Monde à venir peuvent être des lieux de contact qui ne doivent pas être la vanité publique, mais où les gens se parlent. Vous comprenez? Dans les pays modernes, c'est à travers les ONG qu'on règle un problème. Ce n'est pas en mettant un costume, en passant à la télévision, on dit il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire. Les gens doivent se parler. Les églises, les LGO, un Monde à venir dit, bon, comme par exemple Eli Smith, je ne savais pas qu'il se rendait en zone occupée, en zone terroriste. Bon, il peut peut-être leur dire, écoutez, laissez vos armes, et c'est sérieux, on ne va pas vous canarder. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrête, parce que ça nous fait vraiment excessivement mal, et je me mets à genoux en disant à ceux qui parlent aux terroristes, dites-leur d'arrêter pour le bien de notre pays, de nos enfants. Merci beaucoup Hervé Emmanuel. Comme nous avons plusieurs SMS qui sont en train de tomber, et nous allons essayer de lire quelques-uns du mieux que nous pourrons. Alors Hervé Emmanuel comme a des analyses qui nous permettent d'avoir la réalité des faits. Il y a de l'horreur dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'on parle mal des actions gouvernementales alors que le gouvernement a échoué sur tous les plans dans la résolution de ce problème. Soyez donc responsable de vos propos. Tous les problèmes s'expliquent par des complots internes fictifs qui n'existent que dans la tête, permettez-moi de le dire, des membres du RDP. C'est le SMS de M. Donald Aimé qui nous écrit de la cité des Palmiers. De son point de vue, c'est le gouvernement qui est responsable de cette situation. Bonsoir à tous. Je pense qu'il est question de trouver une solution à cette guerre. Arrêtons de mettre de l'essence au feu. Ce jeune qui parle, je ne sais pas s'il a un enfant ou une famille dans le nord-ouest ou le sud-ouest du Cameroun. Il faut éviter d'invectiver davantage la situation dans cette partie du nord-ouest et dans cette partie du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est M. Edouard Moulium qui nous envoie ce SMS. Bonjour Edouard. Bonsoir, les Camerounais, nous avons compris le but de la crise anglophone, mettre le régime central à terre. Ils ne peuvent pas. La bonne voie était les élections. M. Yamga Hugues de Kribi qui nous envoie ce SMS. Bonsoir, le panel, s'il vous plaît, demandez à M. Emmanuel Com de dire purement et simplement la vérité de dire purement et simplement la vérité sur votre plateau. Il est toujours en train de vouloir la tordre. C'est Alain Junior, depuis Village à Douala. Non, je dis la vérité. Enfin, s'il a une autre vérité, qu'il nous l'envoie. D'accord. Voilà. Bonsoir et bonne émission. Sans être dans la thématique du jour, si ce monsieur peut relire via son rétroviseur, cela permettra qu'il puisse avoir plus de précision. C'est donc un autre Camerounais qui a envoyé ce SMS. Le problème de la crise anglophone, c'est à mettre à l'actif du président réélu du Cameroun, Paul Biya. Il a donc intérêt à trouver une solution à la crise anglophone maintenant qu'il est réélu, quitte à lui de pouvoir appeler tous les Camerounais sur la table de discussion. Bonsoir, c'est Samuel de Douala à Bonamoussadi. Le problème même du Cameroun, c'est la diaspora qui manipule le terrorisme qui sévit ici depuis. Où sont ces diasporiens
qui, depuis l'extérieur, brûle même le drapeau du Cameroun en pleine rue de Paris. C'est un autre Camerounais qui a envoyé sur SMS. Bonsoir. Connaissez-vous les chaînes Amba TV ou SCBC des Ambazoniens? Il n'est pas bon de parler avec pédantisme de ce qu'on ne sait pas. Les mouvements des enseignants et des avocats n'a servi que de détonateur conscient d'un processus décidé depuis l'occasion manquée en 2008, se servir d'une crise sécessionniste comme strapontin pour faire partir M. Biya du pouvoir. C'est comme scier la branche de l'arbre sur lesquels on est assis, trop intelligent et suicidaire. C'est un Camerounais qui n'a malheureusement pas signé son SMS. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Merci à M. Emmanuel Com pour cet appel à la paix lancé sur le plateau de la télévision du Monde. C'est M. Alex qui a envoyé ce SMS. Bonsoir, le plateau que le voisin de M. Com le laisse parler et laisse parler tous les autres panélistes. C'est désagréable de pouvoir couper les uns les autres. Qu'est-ce qu'un état de droit? Les institutions sont-elles au-dessus du peuple? C'est M. Ndama qui nous écrit depuis Biémassi. Le message est destiné à M. Hervé Emmanuel Com. Oui. Qu'est-ce qu'un état de droit? Mais un état de droit, c'est la situation juridique d'un espace juridique et politique où on respecte les lois. Et tout le monde est soumis à la loi, y compris l'État lui-même. Dans ce qu'on appelle l'administration. Un état de droit, c'est le respect des droits des faibles et que les plus puissants ne soient pas plus puissants que la loi elle-même. Et un état de droit en grec, c'est que quand la loi a parlé, que les orateurs se taisent. Merci beaucoup à vous, M. Emmanuel Com. Oui, et si je pourrais peut-être aussi... Oui, Philippe. Ajoutez rapidement, s'il vous plaît. Un état de droit, effectivement, c'est que les gens respectent la loi. Tout à fait. Mais une loi qui a été construite, produite par ceux qui doivent la respecter. Est-ce que Ça veut dire que tant que ce processus n'a pas été respecté, il devient difficile d'être dans un état de droit. Parce que le préalable du respect de la loi, c'est que cette loi soit faite par le sujet lui-même. Alors voici un thème qu'on doit donner. Et un état de droit n'est pas forcément démocratique. On doit donner il faut le ce dire. thème que Philippe vient d'évoquer en doctorat dans une grande école de droit. Parce que là, c'est ça qui fait notre malentendu. La loi évolue. La loi est le reflet du rapport de force et d'entendement des peuples d'un moment. La loi n'est pas définitive. Même la loi, toutes les vérités, y compris bibliques, sont critiquables. Mais au moment où il y a cette vérité, c'est la vérité. Il faut. La loi n'est pas seulement bonne parce qu'elle arrange vos amis. La loi est bonne parce qu'elle ne les arrange pas, justement. Merci. Et un jour, ils n'ont qu'à l'adapter. Et il faut dire, non, s'il vous plaît, il faut dire qu'un état de droit n'est pas forcément démocratique. C'est le cas du Cameroun, d'une part. D'autre part, que la loi n'est pas la seule source du droit. Merci à vous. Ça sont des généralités parce que j'ai nommé Jacques Mbappé. Je le cite parce que c'est un internaute. Je ne le suis pas souvent, mais je suis avec Osmond et Somber. Un de leurs amis a écrit que le non-respect de la loi, c'est-à-dire le désordre sur la voie publique, c'est le début de la justice. Quelle affirmation d'une imbécilité océanique. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dufresne, merci beaucoup. S'il vous plaît, on lit, c'est quelques SMS et puis on va poursuivre le débat. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, augmentez le temps de cette très belle émission. C'est monsieur Herman depuis Douala qui nous envoie ce SMS. Bonsoir à vous. Les petits opposants là pensent qu'ils peuvent résoudre le problème par des coups de baguette magique. Ils sont ridicules. C'est Junior Hen depuis Yaoundé qui nous envoie ce SMS. Hervé Emmanuel Com reste et demeure un grand monsieur car il s'est respecté la survie de la nation. C'est un Camerounais qui nous a envoyé ce SMS. La survie du RDP, c'est bien de la nation. Ah non, de la nation. Je n'ai pas ça, Philippe, je te le pardonne. Merci beaucoup. Alors, notre Hervé Emmanuel Com doit... par contre, là, il n'est pas gentil. Non, vas-y. Ah, je suis vacciné. Hein. Hervé Emmanuel Com doit arrêter d'insulter ce jeune qui est plus patriotique que lui. Son champion a échoué dans la résolution de cette crise qui est partie de la marginalisation de certains Camerounais. C'est un avis qui est donné. On va le prendre comme ça. Ouais. Alors, bonsoir. C'est un tontinard qui m'a envoyé ça. C'est ça. Bonsoir. Alors, il demande
à ce que tout le monde se mette ensemble pour que la paix et la sécurité reviennent dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais davantage dans tout le Cameroun, parce que nous sommes tous un et indivisible. On a besoin d'être dans cette même perspective pour le développement de notre pays, le Cameroun. Alors, il y a plusieurs SMS qui continuent de tomber. On va revenir sur le sujet qui nous préoccupe ce soir, notamment la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et cette crise qui continue de cristalliser et qui, malgré les nombreux appels, parce qu'il faut le dire, le chef de l'État a certes donné fermement un ton le 6 novembre dernier, mais on n'a pas le sentiment que sur le terrain, les choses semblent suivre la logique du chef de l'État, même s'il a dit que force doit revenir à la loi. Mais dans le septennat, ce nouveau septennat qui s'engage pour Paul Biya et pour tous les Camerounais, ce septennat doit-il mettre en avant davantage la question, la problématique du dialogue? Bon, c'est à moi alors. Oui, Elisimi. Non, oui, c'est tout à fait normal. Dans un pays, on doit dialoguer en permanence. Absolument. Et il faudra qu'on soit ouvert. Vous savez, dans le dialogue, c'est quoi? Il faudra vous initier un dialogue, vous dites qu'il n'y a pas de tabou, mais il y a quand même des limites. Les gens s'expriment et il y aura des concessions. Parce que même ceux-là aujourd'hui, moi j'ai dit, les gens peuvent tous dire ce qu'ils veulent dire. Les manifestations professionnelles qui ont commencé cache ou cachait, et qui est vrai, un problème politique. Parce que c'est l'infidélité de 1960. Ça a toujours existé. Mais le problème est que même le président de la République a présidé une commission en 79 ou 78 dont il connaît. Et ce que j'ai toujours dit, même aux membres du RDPC, il n'y a aucune personne au sein du RDPC qui connaît mieux le problème là que le président de la République. Voilà pourquoi moi, personnellement, ça me gêne. Parce que lui, il connaît ça très bien. Mais pourquoi il ne résout pas? Pourquoi il laisse des mannequins qui veulent faire la concurrence pour qu'il les voit et puis il ne résout pas? Et ça fait, c'est dangereux pour lui en tant que personne. Le problème maintenant, c'est son héritage. Il a hérité un pays qui n'était pas parfait, mais c'était là, c'était stable. Est-ce qu'il veut, moi j'ai toujours dit, même dernièrement j'ai dit ça dans une autre chaîne, est-ce qu'il veut devenir Siad Barre? Est-ce qu'il veut devenir Ahmed al-Bashir du Soudan? Est-ce qu'il veut devenir Mobutu Sese Seko? Donc ça veut dire que dans les 7 ans qu'il vient là, qu'il désigne quelqu'un qui peut aller négocier sincèrement et accepter que tout doit être mis sur la table, et quand il y a une négociation, je peux vouloir avoir mon indépendance, mais il y a quelque chose qui peut être mieux que cette indépendance. Alors, Philippe, est-ce que l'approche lancée par le chef de l'État est l'approche idoine face à des individus qui sont radicalisés? Quelle approche? La parole de force doit revenir à la loi. Oui, mais ça c'est déposer les armes. C'est un discours politique. Pour moi, c'est un discours politique. Maintenant, dans le concret, dans l'opérationnalisation, ça ne va pas se faire comme ça. On sait très bien que le fait de dire que le président dise déposer les armes, les gens ne déposent pas les armes. Il faut bien qu'il y ait une médiation. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un discours politique. Maintenant, je pense qu'il sait très bien qu'il a fait un discours politique. Il doit concrétiser, il doit opérationnaliser ce discours politique. Il a dit, il y a des organisations qui existent. Il faut s'appuyer sur ces organisations-là. La société civile existe dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Il y a des leaders là-bas. Nous travaillons toujours, on mène des activités ensemble. Donc, j'ai toujours dit, il vient de dire quelque chose, qu'on se mette autour de la table, y compris avec des sécessionnistes, qu'on discute sur leur sujet. Sur leur sujet. Bien entendu. Ils ne viendront pas sur la table de discuter avec les armes, ça c'est évident. Qu'ils viennent qu'on discute de la sécession. Argument contre argument. Je verrai comment ils vont nous convaincre que la seule solution au Cameroun, c'est de partitionner au Cameroun. Mais on craint pour... Alors moi, penser que non, on ne doit même pas discuter de ça, ce n'est pas... Pour moi, c'est pas... Moi, je suis société civile, on nous a enseigné à dialoguer, à discuter, à rechercher, à persuader par les arguments. Donc on n'a pas à dire à quelqu'un, non, je ne discute même pas avec toi sur cette question-là. Non. Je pense qu'aujourd'hui, 2 ans, c'est trop. C'est trop. Les gens sont en souffrance. Nous, on parle ici parce qu'on est à Douala, la rue de la Joie, on boit la bière, on mange du poisson. Mais les mecs là-bas, ils souffrent. Ici, à Douala, allez à Bonabéry. Ici, à Bonabéry, allez, vous allez trouver des familles. Voilà, 27, mais jusqu'à 27 maintenant.
Mais vous allez trouver des familles, vous trouvez 30, 40 personnes. Nous, on a cotisé notre petit argent d'un monde à venir pour aller donner des sacs de riz à Bonabéry, là. De millionnaires, quand même. Ah, mais non, justement, on n'a pas... donc, vous voyez, on a dû aller donner un peu du riz à des gens parce qu'on a trouvé des gens en souffrance. Et il y en a des milliers de personnes en souffrance en ce moment due à la crise dite anglophone. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps à tourner en rond alors qu'on sait ce qu'il faut faire pour arrêter cette question-là. Alors, est-ce qu'on sait véritablement ce qu'il faut faire pour arrêter cette question? La même question sera posée à Emmanuel comme tout à l'heure. Oui, enfin, ce n'est pas une baguette magique qu'on va l'arrêter, mais il y a des solutions qui sont mises sur la table dès le départ. Lesquelles? Et il y a pour nous des solutions à court terme et d'autres à moyen long terme pour définitivement essayer d'aplanir les dissensions qui ont mis le pays où nous sommes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, M. Biya fait partie du problème et je ne conçois pas la résolution définitive de ce problème avec lui, puisque ça fait... Donc vous êtes en opposition de M. Elie Smith? Ce n'est pas... Bien sûr. Bon, enfin, on peut ne pas se rejoindre. Lui pense que M. Biya peut encore faire l'affaire. Moi, je pense que non. Et vous avez constaté que à chaque fois que M. Biya dit aller à droite, les gens vont à gauche. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit de déployer les armes que ce serait automatique. Parce qu'il y a un problème véritablement de légitimité. Si vous êtes élu avec 2 millions de voix d'après le Conseil constitutionnel, sur 15 millions de personnes en âge de voter, il y a un vrai problème de légitimité. Même si vous avez la légalité là-dedans. Donc, à court terme, qu'est-ce que nous proposons pour une sortie de crise? Nous sommes concrets. Oui, allons dans le concret. Il faut d'abord libérer immédiatement les milliers de personnes qui sont arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Il y a les Mancho BBC, il y a les Ayukta, mais je vous dis qu'il y a des milliers de gens. Le Mancho BBC doit être libéré, il n'a rien fait. Non, qu'est-ce que je disais? Je voulais simplement, Elie Smith, je voulais simplement dire que au bout de votre pensée, ça sont les têtes de proue, évidemment, qu'on doit libérer, mais il y a des milliers de gens, des jeunes inconnus, qui ont été raflés à Boya, à Bamenda, à Batibo, pour rien comme ça, qui sont en prison à Yaoundé, à Boya et ailleurs, qu'on doit libérer. Ils n'ont rien fait. Simplement parce qu'ils sont anglophones. Parfois, on t'a pris avec un SMS ou un message WhatsApp que quelqu'un a partagé et tu vas en prison. Donc, pour détendre l'atmosphère, parce que ça radicalise également leurs familles et leurs amis qui sont restés, il faut libérer ces gens. Évidemment, libérer les manchots. Autre chose. Ensuite, initier un véritable dialogue inclusif pluri-acteur. Parce que pour l'instant, étant donné le jeu des acteurs qui n'est pas très clair, il faut tout au moins capitaliser sur les acteurs qui peuvent être identifiés. On doit rétablir le consortium, parce qu'au moins c'est un oui, les Abombala et Fontaine doivent être rétablis, parce que c'était des gens avec qui on pouvait parler. On va parler avec le clergé, musulman, catholique et presbytérien. On doit associer les partis politiques, au moins qui sont représentés dans les institutions ou qui ont pignon sur eux, on les connaît. On peut associer la société civile, Philippe Nanga et les autres qui sont quand même représentatifs, et ensemble définir un agenda de cette discussion qui soit consensuel. Il ne faut pas qu'on vienne à la discussion en disant qu'on ne parle pas de ceci, on ne parle pas de cela. Qu'on définisse de façon consensuelle un agenda et qu'on commence à discuter. On mettra en minorité les violents, ceux qui veulent prendre, qui ont pris les armes contre la République. On les mettra en minorité parce qu'on aura créé un cadre pour redonner confiance à nos compatriotes, pour qu'ils comprennent, ou la majorité qui avait perdu un peu de confiance, comprennent que tout est encore possible et que nous tenons à rester ensemble. Ça, c'était le court terme. Maintenant, à moyen long terme, il nous faut passer absolument par une transition politique. Voilà. Absolument. Une transition politique qui viendrait. Vous voulez comprendre? Je comprends pas très bien le parallèle. C'est pas un parallèle, c'est une continuité. Je vous ai dit à court terme, voilà les propositions. On a compris les propositions à court terme. Maintenant, qu'est-ce que la transition a à voir avec la crise politique dans le nord-ouest et le sud-ouest? Parce que la crise politique traduit une maladie plus profonde de nos institutions. On a des institutions qui sont conçues telles que les problèmes des Camerounais à la base ne sont pas pris en compte dans la façon dont le Cameroun est géré. Voilà le problème central. Donc, de mal-être des Camerounais, donc du mal-vivre. Il faut que nous refondions nos institutions pour les tailler à la mesure Mais il faut reconnaître que la société évolue.
Parce que si on les taille et qu'on on reste figé, ça devient compliqué. On ne parle pas d'être figé. On demande d'associer véritablement, que les Camerounais choisissent effectivement leurs dirigeants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ok, merci. Eve Maniankom. Écoutez, moi je pense que nous sommes dans la République. Et parce que nous sommes dans la République, je n'aime pas souvent quand on commence à faire appel à des solutions de nature biblique, eschatologique pour résoudre des problèmes que les hommes eux-mêmes ont créés. Eli Smith et Philippe Nanga ont tout à l'heure introduit, et je vais assumer cette approche-là qui me paraît pertinente. Le temps maintenant du dialogue est arrivé. Le temps des manœuvres politiciennes, genre on va empêcher l'élection du président de la République, c'est derrière nous. Le Cameroun est un et indivisible, c'est ça l'expression des résultats. Nous avons un chef d'État et connaissant le président, je crois qu'il y a des choses visibles dont nous pouvons aborder. Je vais vous donner deux. Et des choses invisibles que certainement le président a engagées, et Philippe en a dessiné les contours tout à l'heure, même Eli Smith. Les choses sont en train de se passer, ne vous inquiétez pas. Le président n'est pas du tout heureux dans la situation dans laquelle se trouve le Cameroun actuellement. Et je suis sûr qu'il est en train d'agir. Et il ne faut pas qu'on se méprenne simplement par la théâtralisation, même républicaine, de certains acteurs, y compris moi d'ailleurs, qui parfois prennent la parole, alors que les choses profondes sont en train de se faire. Ça ne peut pas continuer. Il faut que cette crise s'arrête. Et elle va s'arrêter. Et le président mettra tous les moyens pour qu'elle s'arrête. Les moyens visibles et invisibles. Quand je dis moyens visibles et invisibles, ce n'est pas seulement les engagements militaires. Les gens doivent se parler, comme Philippe a dit tout à l'heure. Par où? Il n'est pas exclu que les Camerounais se rencontrent à Brazzaville. Mais avec quels sont les individus ou les personnalités qui doivent pouvoir servir de courroie de transmission entre les différents camps qui se sont formés? J'allais arriver justement. Quand Philippe, et là je suis d'accord avec lui, parlait tout à l'heure d'une espèce d'économie de la guerre. Des gens qui ont un intérêt à ce qu'il y ait des problèmes, parce que leur seule façon d'exister, c'est qu'il y ait des problèmes. Il y a des gens qui n'existent que parce qu'ils ont pris la parole, soit pour demander qu'on finisse avec tout le monde à Bamenda, soit pour dire que, il faut donner l'indépendance. Et vous voyez l'exemple ici, des gens qui vivent encore dans des trucs qui sont hors sujet, alors que la question c'est de dire, qu'est-ce qui a amené certains de nos compatriotes à prendre les armes? Est-ce que parmi ces raisons-là, on peut le leur enlever en donnant satisfaction? Parce que je vais vous dire, quand on dit par exemple qu'il y a un problème de route, j'ai le même problème chez mes arrière-grands-parents à Babimbi. Mais je ne prends pas les armes. Donc il faut qu'on se parle, qu'on mette de l'humanité dans nos liens. Et qu'on utilise des passerelles qui sont même invisibles. Vous comprenez? Les gens ne peuvent pas imaginer, par exemple, que j'ai un ami que j'aime beaucoup, Jua, le fils de l'ancien Premier ministre, ancien parlementaire, qui est à Bamenda, qui est parfois séquestré. C'est mon ami. On n'a pas le même point de vue sur la question. Et il doit m'envoyer 2 oiseaux, des oies, des pans. Depuis 1 an, on n'arrive pas à avoir un moyen pour qu'on les envoie. C'est une déchirure de notre tissu national. Ça doit s'arrêter. Donc, Philippe a raison, et même Eli, ceux qui ont intérêt dedans, il faut qu'on assèche leur marigot. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte qu'ils ne vivent pas de la blessure au cœur de notre pays. Et je peux vous dire, connaissant le président, que c'est quelque chose qui va être fait parce que l'élection est déjà le début de la résolution de ce problème. Et c'est un sale temps pour tous ceux qui ont fondé leur économie sur cette guerre-là. Donc aidons le président en créant les conditions pour que nous arrivions autour de la table. Quant à maintenant tous les sujets, bon c'est vrai mon cher compatriote Griffin, tous les sujets, y compris d'ailleurs le sexe des anges, peuvent être discutés sur tous les salons. Mais dans une république, il y a des sujets qui ont été réglés. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'ordre du jour du mandat du président, il n'est pas à l'ordre du jour la présidence de la République du Cameroun, l'unité du Cameroun. Tout ça, les élections ont répondu. Maintenant, c'est de dire comment faire en sorte que nous puissions circuler encore sur ce territoire que nos ancêtres nous ont donné et qu'il n'y ait plus cette déchirure dont certains instrumentalisent parfois jusqu'au tribalisme. Merci beaucoup. Utilisons tout ce que nous pouvons pour nous parler. Alors, dites à nos compatriotes, toi qui passes là-bas, chez les Amazoniens, que nous les aimons et que la guerre est une mauvaise chose, qu'ils déposent les armes.
Il faut déposer les armes, c'est le maître mot de tous les panélistes sur ce plateau. C'est également le maître mot de Paul Biya, président du Cameroun, le 6 novembre dernier lors de sa prestation de serment. La réalisation, il faut savoir que le temps qui nous est imparti est complètement terminé. Mais nous avons plusieurs SMS qui sont arrivés. Julio Kwamo de Bipanda à Douala, bonsoir à vous sur le plateau. Le développement du Cameroun est mental pour que le Cameroun revienne à l'ordre. Il faut donc que le Cameroun revienne à l'ordre. Il faut également que les Camerounais changent radicalement de mentalité. C'est son point de vue pour ce soir. Les premiers terroristes même sont d'abord la diaspora. On ne prône pas la paix en se mettant dans les médias et les réseaux sociaux, en excitant la population. Cette diaspora a déjà fait quoi au pays? La vraie diaspora est... Elle fait beaucoup de choses. Permettez-moi de lire les SMS, c'est le temps des SMS. Dans le village, il y a plein de maisons qui sont construites. Philippe, vous permettez que je lise les SMS, Philippe? Permettez-moi de lire les SMS, Philippe. Alors, la vraie diaspora est celle du Mali, qui vit au Cameroun et qui réussit à envoyer 500 000 euros dans son pays. C'est Samuel de Douala. Bonsoir à toute l'équipe. Merci pour ce débat aussi intéressant. S'il vous plaît, passez le message à mes frères anglophones, chers frères et sœurs camerounais de la zone anglophone. S'il vous plaît, calmez-vous, arrêtez de vous entretuer. La guerre n'a jamais résolu un problème. Soyez calmes, ça ira. Dieu est au contrôle. Du reste, je prie chaque jour pour que vous là-bas et nous ici, nous soyons tous dans un Cameroun de paix et dans la joie. C'est Carole depuis Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Hervé, qu'est-ce que le chef d'État attend pour... Non, je ne lirai pas ce SMS. Il est complètement déplacé. Non, il est complètement déplacé. Merci beaucoup. Alors, bonsoir une fois de plus. Je pense que les émissions sur la crise anglophone doivent nous permettre d'avancer et d'aller vers la fin. Et celle que nous vivons en ce moment nous propose des solutions. Bon, je ne lirai pas ce SMS non plus. Nous avons des SMS qui nous viennent. C'est de la censure. Oui, c'est de la censure. Permettez que je censure les SMS parce qu'ils sont injurieux. Lorsqu'un SMS est injurieux, on ne lit pas. Oui, on ne lit pas. Il faut respecter les téléspectateurs à la maison. Il faut également respecter les messieurs qui sont déplacés sur ce plateau. S'il vous plaît, demandez à Hervé Emmanuel Com. Non. Si vous ferez partie du gouvernement qui arrive. C'est pas une insulte. Ben voilà. C'est pas une insulte, c'est ça. C'est hors sujet. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le lire. Alors, Hervé Emmanuel Com, vous êtes le meilleur dans ce plateau. Les autres sont dans le monde virtuel. Oh. C'est Cyril Epanet de Douala qui a envoyé ce SMS. C'est Sardina. Alors, bonsoir au panel. Je suis Célestin Liogop. Le mal-être des régions du nord-ouest et du sud-ouest, du moins des régions dites anglophones, est un problème national. Tous, nous devons nous y mettre et non passer le temps à nous critiquer. Le Cameroun est une curiosité planétaire et nous constatons de plus en plus que le régime du RDPC a vraiment l'expérience de la force. Il faut toujours tout faire avec la force et l'expérience et surtout avec raison. Oui, si c'est Mayer Foni qui nous a envoyé ce SMS. Mayer Foni. Alors, notre SMS, celui qui fait la crise ne pourra pas résoudre la crise. Pareil, si l'on laissait l'agent transmetteur du sida de traiter soi-même le sida. C'est André de Lobessou. C'est Yasser Arafat et le regretté président israélien qui a été assassiné. Rabin qui ont signé la paix. Et ils se sont combattus toute leur vie. Exactement. Alors, bonsoir, monsieur, je suis Aboubakar. Monsieur Hervé Emmanuel Com est un homme qui a beaucoup de personnalité. Et il devrait davantage sensibiliser les autres membres du RDPC à être clairvoyants comme il est sur ce plateau et éviter davantage... Voilà un ambassadeur. Non, du tout, il n'y en a pas sur ce plateau. On a plusieurs SMS. Le réalisateur était un ambassadeur. On a plusieurs SMS. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, hein, chers invités.
et chers téléspectateurs à la maison. 22h30 minutes. Nous avons 22h31 minutes sur notre contrôle. Nous voulons vous dire merci, hein, chacun de vous, d'être passé sur ce plateau. Nous avons encore près de 87 SMS non lus. Messieurs et mesdames à la maison, vraiment, toutes nos excuses, nous n'avons pas pu lire tous vos SMS, mais ils sont poignants les uns les autres. Continuez à faire confiance à la télévision du Monde qui vous revient lundi, mardi et mercredi dans le cadre de Tout au clair. Ici, on éclaircit la lanterne de vous à la maison, mais davantage de nous également sur ce plateau. Philippe Nanga, bonsoir, merci encore. Merci et j'espère que les choses vont accélérer effectivement pour que la crise soit résolue dans les brefs délais. Voilà, parce qu'on en a besoin. On a besoin de pays qui marchent, qui fonctionnent. Voilà. Elise Finette. C'était un plaisir d'être là. Mais quand you can say it in English. Well, if you want me to say in English, I'll say if you want people to lay their arms, you need to put on some incentives on the table. You don't just ask someone to lay down his arms without any hope. Thank you. J'espère que notre débat va contribuer à effectivement trouver une solution durable et définitive à cette crise. Emmanuel, je voulais féliciter Philippe, même si on n'a pas souvent été d'accord, de tout ce qu'ils ont fait dans le cadre de la dernière campagne. Le monde à venir, ça fait partie de ces organisations qui peuvent être des passerelles pour que les Camerounais se parlent. Et bravo Ellie Smith, bravo à tout le monde, mon compatriote du fait, nous devons nous parler. Surmontons cette épreuve, le génie camerounais est plus important que ça. Merci à vous, messieurs, mesdames, d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette autre production. On espère vous avoir apporté beaucoup d'éclairage dans toutes les zones d'ombre que vous faites autour de cette crise anglophone. Et le vœu de tout le monde, c'est de se parler véritablement, d'avoir un dialogue qui permette à ce que tous les uns et les autres se mettent sur la même longueur d'onde et pensent au développement du Cameroun. Le Cameroun est ce que nous avons de plus cher pour un autre devenir, davantage pour les générations à venir à qui nous devons confier ce pays. Bonsoir à toutes et à tous.